Les accueillir petit à petit. Bonjour Basile, bonjour Paul, bonjour Benoît, bonjour Céline. Comment allez-vous tous les quatre? Bonjour Théo, très bien. Je sais pas si on Nickel. m'entend bien. Moi, je vous entends très bien. Très bien. Bah, moi aussi, très très Bonjour. bien. Parfait, Salut nickel. Théo. Comment allez-vous déjà? Est-ce que tout va bien pour vous? Il est 21h30. Est-ce que vous êtes bien installés? On va Nickel. essayer de tous parler en même temps. Oui, moi ça va, Impeccable. très bien. Je suis content que vous organisez ça, c'est très intéressant. Impeccable. Nickel. Parfait. On va un peu faire un rapide tour de table sur chacun de vos parcours. Je sais pas si Céline, toi, tu peux commencer un peu à nous raconter déjà ce que tu as fait après le bac et nous raconter ton parcours depuis le bac, même quel bac tu as fait, ça nous intéresse. Donc moi, je viens d'un bac scientifique, donc j'ai fait les anciens bacs en SSVT. Donc après, moi, j'adorais la biologie et la chimie. Donc je suis allée en prépa BCPST, aussi connu sous agroveto. Et en fait, ma deuxième année, j'ai commencé à voir que ça devenait de plus en plus théorique et donc que ça me plaisait plus. Et une fois que tes études te plaisent plus, surtout en prépa, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver, etc. Donc j'ai décidé d'essayer de trouver une autre voie. Et comme j'avais commencé à découvrir le Python en prépa, j'ai décidé d'essayer l'informatique. Et donc j'ai apprêté ma prépa en novembre. Donc il restait presque un an entier avant qu'il y ait des rentrées en septembre. Donc c'est là que j'ai trouvé 42. Donc l'école 42, elle fait des rentrées en mai et en novembre. Donc moi, une rentrée en mai, ça m'allait bien. Donc j'ai postulé et j'ai fait ma piscine en février et j'ai pu rentrer à l'école en mai. Après, j'ai pas abandonné mon idée d'être ingénieur, donc j'ai aussi postulé à une école d'ingénieur, donc à l'EFRAY, et j'ai fait ma rentrée à l'EFRAY en septembre après. Nickel. Merci beaucoup Céline pour ton parcours. On va parler après de l'école 42 parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'école 42. C'est vraiment une école formidable. On parlera de tes deux écoles et de ton cursus juste après. Est-ce que Paul, toi, tu peux te présenter un petit peu depuis le bac et même quelle spécialité tu avais choisi au bac si tu as fait le nouveau bac? Yes, bien sûr. Alors, comme Céline, j'ai fait l'ancien bac, donc un bac S, option physique-chimie. Après le bac, j'ai directement intégré une école d'ingénieur, le CE Paris, donc qui est une école donc post-bac, donc c'est-à-dire qu'il y a une prépa intégrée, prépa ingénieur. Et là, du coup, ça fait 4 ans que je suis dans cette même école. J'ai bientôt fini mon cursus qui est sur 5 ans. Et voilà. Nickel. On en parlera aussi juste après de ton école et comment ça fonctionne. Est-ce que Basile, toi, tu peux te présenter un peu depuis le bac et quel métier tu fais actuellement? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui, bien sûr. Donc moi, je me présente, je m'appelle Basile Nguyen, je suis développeur et ingénieur informatique et développeur de jeux vidéo. Donc moi, j'ai fait aussi l'ancien bac. J'ai fait un bac scientifique, sciences de l'ingénieur, spé maths. Ensuite, vu que je ne savais pas trop quoi faire, ce que je voulais faire, je suis allé dans un DUT qui aujourd'hui s'appelle BUT, ça n'existe plus, de génie électrique et informatique industrielle. Donc là, ça touche des secteurs très larges, mais plutôt réservés à l'industrie. Ça va toucher l'électrique, l'électronique et l'informatique. Et ensuite, après ça, vu que je savais toujours pas quoi faire, je suis allé dans une école d'ingénieur aussi spécialisée en électrique et électronique. Donc pareil, ça touche aussi pareil, plein de métiers très larges. Et c'est qu'à la fin de mon cursus de cette école d'ingé que je me suis spécialisé en informatique. J'ai pris une spécialisation ISN, informatique et sciences du numérique. Et grâce à mon école d'ingé, j'ai aussi pu réaliser un double diplôme. Donc du coup, j'ai passé un master en même temps de finir mon diplôme. Un master en informatique spécialisé sur du jeu vidéo, pour lequel je suis allé au Québec pour pouvoir le faire. Et ensuite, une fois que j'ai fini ça, j'ai fait un stage de jeux vidéo sur Paris. Et là, maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis développeur de jeux vidéo à Marseille. On parlera de ton échange aussi à l'international, c'est hyper intéressant d'être parti au Québec. On va finir par toi, Benoît. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Il n'est pas forcément typique, hein. C'est un parcours atypique, mais c'est ça aussi qui nous intéresse. Exact. Déjà, je pense que je suis le vieux du groupe parce que je savais pas qu'il y avait un nouveau bac. Je l'apprends ce soir. J'avais passé un bac scientifique SSVT et j'ai eu je passais par une école d'ingénieur généraliste, plutôt orienté mécanique et management. J'ai démarré dans la production automobile, donc vraiment le boulot d'ingénieur un peu classique. Et puis en fait, sur le conseil d'un ami, je me suis mis à Python, sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mis dans une formation de data science. J'ai quitté mon boulot de production et puis je me suis reconverti. J'ai trouvé un boulot en data science, donc l'analyse de données et le traitement de flux de données aéronautiques. Voilà.
Nickel, merci beaucoup pour l'explication de ton parcours, Benoît. Alors, ma première question, ça va aller à toi, Basile. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien quand on est concepteur de jeux vidéo, quand on est ingénieur informatique comme toi? Euh, donc moi, je suis pas, je suis développeur de jeux vidéo. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est mon quotidien? C'est que le but, c'est de remplir le cahier des charges du jeu. Bon, ça fait très protocolaire comme ça, alors que juste, c'est qu'il y a quelqu'un, un producteur, qui a régi des objectifs du jeu. Du coup, quelles fonctionnalités du jeu doivent être faites en première. Donc, moi, j'arrive, on me dit, j'ai une liste de tâches que je dois réaliser, de bugs que je dois réparer. Et du coup, pour ça, j'utilise un logiciel un moteur de jeu qui s'appelle Unity. Peut-être que vous connaissez aussi l'autre qui s'appelle Unreal Engine et un éditeur de code. Du coup, ce que je fais pendant 8 heures par jour, je code pour pouvoir mettre en place et réaliser les tâches qui me sont attribuées. Donc, le travail d'un développeur de jeux vidéo, c'est de faire la passerelle entre tous les autres corps de métier. Il va y avoir par exemple les graphistes qui vont donner l'aspect graphique du jeu. Et il va y avoir aussi les animateurs qui vont pouvoir modéliser les modèles 3D, les animations. Il y a aussi les sound designers qui vont faire du coup les sons du jeu. Et moi, mon travail, c'est de lier tous ces travaux-là pour en faire un jeu et de savoir que quand on clique sur un bouton ou quand on tire avec une arme, ça va faire tel effet de particules, il va y avoir telle couleur, ça va jouer telle animation. Et donc, il y a quand même un gros travail aussi de contrôle continu aussi sur le suivi du jeu après. Oui, c'est un échange permanent avec les autres corps de métier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que eux ils travaillent, comment est-ce qu'on peut s'organiser ensemble et réussir à finir dans les temps. Nickel, merci beaucoup. J'avais une question pour toi, Paul, parce que c'est vrai que les écoles d'ingé informatique, ça plaît beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien à l'école? Qu'est-ce que vous faites à l'école? Est-ce que vous avez des cours très pratiques, des cours théoriques? Enfin, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment une école spécialisée, informatique. C'est de base très généraliste et moi, de par mes 2 dernières années, je m'oriente plus dans, l'informatique et les réseaux informatiques. Hem, mais je sors de, 2 années de prépa intégrée qui ont été, très généralistes, donc maths, physique, vraiment, la classique. Et à l'heure d'aujourd'hui, je commence à peine, après ma quatrième année d'études, enfin, pendant ma quatrième année d'études, à m'intéresser, bah, moi, ce que j'aime, donc la cybersécurité en l'occurrence. Donc mon quotidien, c'est passer énormément de temps derrière un ordinateur, évidemment. Et j'ai énormément, par exemple, de rendus, de projets, de choses comme ça. Mais étonnamment, pas beaucoup de cours. Par rapport à ce que j'avais avant en prépa, c'est beaucoup plus intensif à ce niveau-là. La prépa, l'école d'ingénieur, c'est plus reposant au niveau de nombre d'heures de cours. Voilà. Et justement, tu te spécialises du coup dans l'informatique, mais est-ce que ton école te permet de te spécialiser? Enfin, comment ça se passe au bout de la quatrième année? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 années, donc vraiment généralistes, la classique. Et ensuite, on a 8 majeurs qu'on peut choisir. Enfin, on peut choisir parmi ces 8 majeurs. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Et donc, moi, j'ai pris système d'information, donc de l'informatique. Mais il y a également de l'électronique, des objets connectés, de la santé. Moi, de base, je voulais faire de la santé d'ailleurs, mais au final, j'ai changé. Et c'est à partir de enfin, c'est pendant ces 2 dernières années qu'on choisit une de ces majeures et qu'on commence réellement les cours qui peuvent nous intéresser de base. OK, ça marche. Donc il y a quand même une spécialisation au bout de la quatrième année, mais ça permet aussi que quand on rentre en école, d'ingé comme la tienne, bah, on n'est pas forcément obligé de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Totalement. Bah, comme moi, de base, je voulais faire vraiment de la santé. Je voulais être ingénieur biomédical. Et au fur et à mesure des cours, quand j'ai compris que l'ingénierie biomédicale, c'était surtout de l'électronique, et que j'ai vu mon niveau en électronique, je me suis enfin, j'ai pensé à me réorienter, parce que c'était pas possible. Ça marche, merci, beaucoup Paul, on va en parler juste après. Céline, je voulais juste t'interroger toi sur l'école 42 dans un premier temps. C'est une école, bon qui est assez connue, mais en même temps, on ne sait pas trop ce qu'on y fait à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous dire, bah, qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur de l'école 42? C'est quoi le contenu des cours? C'est une école qui est très pratique, non, plutôt? Oui, c'est plutôt pratique parce que, bah, l'école 42, c'est assez spécial. C'est que des projets, il y a pas de cours, il y a pas de professeur. Donc, en gros, vous êtes basiquement dans une grande salle avec plein de PC et on vous donne des énoncés, de projets à faire et vous vous débrouillez avec ça. Vous vous débrouillez avec les gens, avec les ressources sur internet. À 42, il y a plusieurs types de projets. Le tronc commun reste assez général.
Donc, on va apprendre en gros les bases de l'algorithmie, comment ça fonctionne. On va faire du système, du développement. Enfin, on va commencer plutôt avec du C, donc c'est du développement de bas niveau pour comprendre comment ça marche derrière sur l'ordinateur, la mémoire, etc. Après, on va monter, il y a du réseau, après, on finit par du C++. Le dernier projet du tronc commun, c'est du web. Et après, donc, vous avez un grand panel de projets pour vous spécialiser. Donc, ça va être du machine learning, il va y avoir plein de trucs, il y a de la cybersécurité, du réseau. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Ça dépend juste de ce qu'on souhaite faire, mais il faut compléter le tronc commun avant. Et justement, à l'école 42, tu es quand même assez autonome. C'est à toi de gérer tes heures et tes projets ou il y a quand même des heures de cours qui sont obligatoires? Il n'y a pas de cours. Comme j'ai dit, il n'y a pas de cours, pas de professeur. Donc oui, c'est que en autonomie en fait. C'est toi qui gères, enfin en tout cas quand tu as le statut étudiant, parce que la particularité aussi de 42, c'est que ça prend beaucoup de gens. Donc il y a aussi tout ce qui est insertion professionnelle. Donc ça, c'est des gens qui vont devoir faire des heures parce que Pôle emploi, enfin France Travail. Et donc voilà, il y a des gens qui vont avoir à faire des heures à l'école, mais c'est des heures de présence là-bas, c'est pas des heures de cours. Enfin, en gros, on va là-bas, on bosse, mais si Ouais, tu bosses pas, il y a personne derrière toi. tu pas à Donc signer des papiers comme quoi tu es non, présent tel. Ok. non, C'est- tu badges. Donc c'est aussi bien si on veut faire cette école en parallèle avec une autre école, comme tu fais. C'est ça. Ça peut être une bonne alternative. Bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui permettent d'en faire deux en même temps. Donc oui, c'est bien parce que bah, du coup, en parallèle de l'école d'ingé, je trouve que ça donne vraiment l'aspect pratique et l'aspect travail en groupe qui manque peut-être un peu dans les écoles d'ingé maintenant. Et justement, dans ton école d'ingé, est-ce que ça ressemble ton quotidien à celui de Paul ou c'est assez différent? Bah, moi, mon école, elle est pas si générale que ça. En fait, elle est généraliste, mais du point de vue de l'informatique. Donc, même enfin, les années de prépa intégrée, tu vas quand même faire du développement. Donc, tu vas apprendre Python, C, Java. Il va y avoir quand même des matières de développement. Il y a de l'électronique. Donc, c'est quand même accès informatique. Après, sur le nombre d'heures prépa intégrée versus école d'ingé, moi, j'ai pas trop. Je sais pas comment ça se passe pour les étudiants qui sont pas du coup parce que moi je suis en alternance. Donc en fait, du lundi au mercredi, je bosse et après, j'ai que 2 jours pour avoir cours. Donc moi je fais 8 heures par jour, il y a pas de il y a pas de pause, il y a pas moins d'heures. Mais Ça marche. Mais de toute façon, on y reviendra aussi sur l'alternance parce que ça va être une des questions phares, sur, le monde professionnel et dans vos écoles. Benoît, j'avais une question sur toi, ton quotidien, quand on est data scientist, comment ça se passe? Et est-ce que tu peux même nous expliquer un peu le métier? Parce que je pense sur le live, il y en a plein qui connaissent pas le métier forcément. Oui. Data scientist, c'est une dénomination très large. Ça peut désigner plein de métiers différents. Mais en gros, ce qu'on retrouve souvent, c'est de l'analyse de données, des statistiques, du machine learning, de la représentation de données. Et au quotidien, je dirais qu'une grosse partie de mon boulot, ça consiste à aller chercher des données qui ne sont pas toujours disponibles tout de suite. Donc là, on parle de données aéronautiques, des données qui sont générées sur un avion lors de son vol et lors de son atterrissage. Donc ça peut être la pression, la température, la puissance de freinage à l'atterrissage, etc. Et ces données-là, il faut aller les chercher, ce qui demande pas mal de temps et d'énergie. Une fois qu'on les a, il s'agit de les nettoyer, puisque les données brutes ne sont pas exploitables en l'état. Il faut effectuer un petit traitement dessus pour pouvoir vraiment en tirer de l'information et de la valeur. Et puis, il s'agit ensuite de présenter des analyses statistiques qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne un avion, comment fonctionne un vol, et éventuellement d'entraîner un modèle de machine learning, donc d'intelligence artificielle, qui permettent de prédire tout un tas de choses. On pourra y revenir plus tard éventuellement. Donc voilà, c'est un peu tous les domaines de la data science, c'est aller chercher les données, aller nettoyer les données, effectuer des analyses statistiques et éventuellement produire des modèles d'intelligence artificielle. Mais du coup, au tout début, tu étais pas du tout destiné à ça. Et Non. justement, il y a une formation de combien de temps pour te diriger vers la data science? Alors moi, au moment où je me suis orienté vers la data science, c'était en 2019 que je me suis mis. Et ça a beaucoup bougé depuis. Donc, ce qui marchait pour moi ne marche plus forcément aujourd'hui. Mais moi, je me suis orienté vers Open Classrooms, qui est un organisme de formation en ligne.
et qui propose une formation en 9 mois. Moi, j'ai pris un peu plus de temps parce que je bossais à côté. Donc, il y a Open Classrooms, il y a Data Scientist également, qui est un organisme de formation en ligne. Je crois qu'il y a une autre école dont je ne me rappelle plus exactement le nom. Mais bref, en général, Data Science, c'est de la formation en ligne à mon époque, mais depuis, je dirais qu'il y a beaucoup plus de masters, donc de Bac plus 5 spécialisés Data Science, qui se font surtout dans les écoles d'informatique et écoles d'ingénieurs. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ta réponse, Benoît. Basile, il y avait juste une petite question très rapide pour toi de Sandrine. Sur quel jeu tu travailles en ce moment? Je pense que c'est une question intéressante. Moi, j'ai travaillé sur 2 jeux. Du coup, c'était pas des jeux édités. On était développeurs, mais on n'était pas éditeurs. Du coup, on avait des clients. Donc, ça a été des jeux, par exemple, sur NFT. Actuellement, je travaillais sur Buddy Arena, un jeu qui était commandé par des clients à Singapour, qui est censé créer un métaverse, un peu basé sur le système de Pokémon, où on possède des petits monstres, on va les faire se battre entre eux dans un MOBA sur téléphone. Donc un MOBA, c'est-à-dire dans une arène avec son joueur et se voir se battre avec les autres joueurs. Nickel. Merci beaucoup. Et justement, j'avais une question pour toi. D'où tu as eu ce déclic pour l'informatique et même pour les jeux vidéo? Est-ce que ça vient depuis tout petit? Tu faisais déjà des jeux vidéo? Tu codais déjà ou pas forcément? Non, je m'y suis mis très tard. Et en fait, c'est que je travaillais dans l'informatique et il n'y avait pas vraiment de branche d'informatique qui me plaisait. Et évidemment, le jeu vidéo, je pense que comme tous les jeunes aujourd'hui, ça a toujours fait partie de ma vie. Et ça me plaisait de savoir que je participe à un projet, comme moi je classifie ça comme une œuvre d'art, certains jeux vidéo, de participer à un projet pour lequel les joueurs vont avoir mon projet en main et ils vont passer des bons moments avec, ils vont ressentir des émotions à travers quelque chose sur lequel moi j'ai travaillé grâce à de la technique, grâce à mon travail. Et c'est ça qui m'a plu dans le jeu vidéo. Et pareil, Paul, je vais te poser la question d'où tu viens, d'où tu as eu ce déclic, mais il y a une question, je pense, pour toi de Stéphanie. Bonjour, le passage par un IUT ou un bachelor nous bloque-t-il pour accéder à l'école d'ingénierie? Alors, je ne pense pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour entrer dans une école d'ingénieur, il faudra réussir soit entrer par sa prépa intégrée, soit réussir ses concours. Et donc, faire les concours avec en bagage un IUT ou un bachelor, je sais pas comment ça se situe. J'avoue que j'ai pas eu de retour ou d'expérience là-dessus. Mais en tout cas, l'entrée se fait généralement par des concours. Il n'y a rien qui empêche de passer les concours. Et justement, dans ton école, on peut rentrer directement avec un bac plus 2 directement en L3 ou comment ça se passe, enfin, en année 3 ou pas? C'est ça. Donc Ah, ok. soit, dans mon école, en fait, on peut faire les deux. Soit entrer directement post-bac, soit entrer après une prépa classique en L3. Ok, donc ça c'est intéressant à connaître. J'ai une question de Slayer pour toi, Basile. Hop, y a-t-il beaucoup de débouchés en programmation de jeux? Je pense quand même, en ce moment. Les jeux, ça a été maintenant, il y en a partout. Mais c'est quand même aussi un milieu qui est en train d'avoir une crise en ce moment. Il y a pas beaucoup de gens qui se font engager à la suite du Covid. Mais il y a autant de débouchés que de programmation que dans les autres milieux de développement. J'ai du mal à comprendre exactement ce qu'on peut vouloir chercher plus loin. Si c'est par exemple la continuité sur l'évolution de carrière, comme dans les autres métiers de développement, tu peux devenir directeur de projet, directeur technique ou même ouvrir ton propre studio de jeux vidéo. Et toi, concrètement, à la sortie de ton école, tu as eu du mal à trouver un emploi ou ça a été plutôt rapide? Non, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. Quand je suis sorti de mon école, il a d'abord fallu que je passe quelques mois à faire des projets perso. Du coup, de toute façon, en jeu vidéo, c'est toujours ça. Et je pense en développement aussi. C'est faire des projets perso pleins pour pouvoir les montrer. Ensuite, j'ai pu trouver un stage à Paris. Et après ça, même après avoir fini mon stage, il a encore fallu quelques mois pour continuer à faire des projets personnels, à pouvoir avoir des nouvelles bases, montrer des vraies compétences. Et là, je me suis fait engager à Marseille. Parfait, merci beaucoup. Il y a encore des questions pour toi, Basile, de StarFX. Est-ce que créer des jeux vidéo était plus dur que ce que tu pensais? Est-ce que tu avais une notion déjà de ce que c'était? J'avais pas d'a priori sur la difficulté, mais
j'avais pas d'idée en fait sur ce que c'était avant de commencer, parce que j'avais même pas d'idée de ce que c'était par exemple un moteur de jeu. Un moteur de jeu, j'avais pas d'idée, alors qu'en fait c'est un logiciel qui comporte déjà tous les outils pour pouvoir créer le jeu vidéo, pour pas avoir à s'embêter à recoder par exemple entièrement le système d'animation, ou alors un bouton. On va pas s'embêter à recoder tout un bouton à chaque fois qu'on fait un jeu. C'est plein d'éléments qui sont déjà dans le moteur et dans le logiciel. Et c'est ce logiciel qu'on apprend à maîtriser au fur et à mesure, en plus de la programmation. Nickel, merci beaucoup. Céline, je voulais te poser la question à toi aussi, d'où t'es venue, la passion pour l'informatique, en général? Est-ce que même, déjà petite, tu codais, toi, chez toi? Absolument pas. Alors l'informatique, c'est, un peu le domaine de mon papa et mon papa, bah, j'avais pas du tout envie de suivre ses traces et donc du coup, je m'étais vraiment éloignée de l'informatique, pendant très longtemps et je m'étais un peu interdit ce domaine-là. Bon, aussi du fait que je suis une fille, on m'a vraiment jamais incitée à aller dedans. Surtout que moi, j'ai développé une vraie passion pour la chimie et la biologie, donc finalement rien à voir et donc c'est vraiment, une fois que je me suis interrogée en prépa en me disant: «Mais qu'est-ce que tu veux faire?» et que la seule matière que je bossais vraiment, 10 heures par jour le week-end, c'était les projets que j'avais à faire en Python, à l'époque. Je me suis dit: «Bah, peut-être essayer finalement» et c'est la piscine qui m'a permis de tester vraiment, la piscine 42 qui m'a permis de tester: «Est-ce que finalement c'est fait pour moi? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'y arrive?» et finalement, bah, ça m'a vraiment plu et je me suis dit que c'était une logique que je comprenais, que j'aimais bien voir mes petits projets fonctionner. Donc je suis restée dedans et finalement, bah, ça se passe bien. Et est-ce qu'on peut juste réexpliquer ce que c'est une piscine, à ceux qui nous regardent? Alors la piscine, du coup, c'est globalement, dans les écoles, c'est une période où on va coder de façon intensive plein de projets en général. Donc il y a des piscines dans plusieurs écoles. La piscine de 42, c'est la piscine, d'1 mois où en gros on va être sélectionné, enfin, via l'examen en fait d'entrée. Donc au bout d'1 mois, si on a assez bien réussi, on est pris. Et justement, il y avait, tu as souligné quelque chose qui était hyper intéressant, c'est, il faut casser quand même aussi ce préjugé que ce métier n'est pas réservé, aux femmes, ça c'est vraiment un préjugé. Est-ce que ça a été aussi une appréhension pour toi, avant de rentrer dans ces études-là? Pas vraiment une appréhension, mais plutôt une interrogation de comment j'allais, réagir face à une population plutôt, masculine du coup. Surtout qu'en plus moi je sortais de bio donc même s'il y a de plus en plus, d'hommes dans la bio, nous on avait quand même 40 en prépa, donc c'est plutôt bien. Après tu passes dans un monde où il y a moins de filles, donc à 42 il y a moins de filles, je pense qu'on est aux alentours de 30 et après, Effray, on est à 17 donc on n'est pas encore là, mais ça dépend en fait, je pense que ça dépend du milieu, c'est compliqué, j'avais pas trop d'appréhension, mais je savais que ça allait être plus dur quand même qu'avec, plus de filles. Et au niveau des admissions dans l'école, ils essayent pas de tendre à 50-50? Comment ça se passe, Ça dépend, alors les frais, ils essayent de faire plutôt des promotions, en allant, faire des petites campagnes, auprès des lycées en mode, montrer, que, l'informatique existe et la présenter du coup plutôt aux filles. Après, je sais que 42, ils ont aussi mis un système en place où, on a, une file d'attente pour accéder aux piscines et la file d'attente, elle est, genrée en fait. Il y a une file d'attente pour les garçons, une file d'attente pour les filles. Donc finalement, ça permet aussi de rééquilibrer le quota et d'avoir plus de filles qui ont accès aux piscines. On arrive à avoir des chiffres, mieux et finalement, ils ont réussi à atteindre les 30 et c'était pas gagné dans l'école donc c'est plutôt cool et ça tend à augmenter, d'année en année donc ça, c'est bien. C'était important qu'on en parle. Merci beaucoup, Céline, d'avoir échangé sur ce thème-là. Benoît, je voulais te poser la question à toi. La data science, c'est venu comment? Est-ce que c'est venu spontanément ou ça a été un parcours? En fait, c'est complètement le hasard. C'est un ami d'amis qui bossait en data science, qui a fait ce parcours avec Open Classrooms et qui m'en a parlé dans une discussion en bagnole sur un covoit. Complètement par hasard, sur le moment, ça ne m'intéressait pas tellement. Je me suis dit, bon, ok, moi, l'informatique, j'étais nul en code en école d'ingé, j'étais le dernier de la classe, donc je me suis dit, bon, l'informatique, c'est pas pour moi. Mais j'ai noté ça dans un coin de ma tête en disant, tiens, ça a l'air de m'intéresser, ça a l'air intéressant. Et voilà, bah, en fait, tout doucement, je me suis mis au Python en me disant que ça me servirait bien à quelque chose. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mis à
en data science et ça m'a plu. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est d'arriver à comprendre comment les ordinateurs fonctionnent, comment Internet fonctionne et puis après l'analyse de données en général. C'est vrai que ça a on peut avoir des projets très intéressants, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et t'as pas eu peur au début de tout lâcher parce que je suppose que tu étais en CDI avant. Mm. Est-ce que c'est une crainte quand comme ça on a envie de changer de voie? Bon après le changement de voie peut rassurer et se dire on va faire quelque chose qu'on préfère, mais est-ce que Mm. ça fait pas peur de tout lâcher et de tout quitter? Si, en quelque sorte, ouais, parce que j'ai passé 4-5 mois à faire de front mon boulot d'ingénieur de production, qualité, et la formation Open Classrooms en data science. Et je voulais pas lâcher de mon boulot parce que c'est un salaire qui te permet de vivre, hein, tout simplement. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'arrive à bien bosser le soir et les week-ends pour avancer sur ma formation. Et puis au bout d'un moment, ça n'avançait pas. Quoi. La formation n'avançait pas. Je me suis dit, mais c'est bête, quoi. Je claque des euros tous les mois pour payer la formation. Ça n'avance pas. Euh, et un jour, en 24 heures, j'ai pris ma décision. Je me dis, hop, je quitte mon boulot et je me lance à fond dans la formation. On verra bien ce que ça donne. Et voilà, ça se fait comme ça. Et je pense que, alors, je pense qu'il faut prendre des risques. Après, il faut évidemment mesurer ces risques-là. Euh, bon, moi j'étais célibataire, mais quand on a une famille, évidemment, il faut prendre encore plus de précautions quand on prend ce genre de risques. Mais je trouve que la vie est faite de risques. Quand on sent qu'il faut y aller, il faut y aller. Il faut faire un peu confiance à ses tripes de temps en temps. Et c'est ce que j'ai fait. Finalement, ça s'est bien terminé. Et puis ça valait le coup, c'est ça qu'il faut retenir, hein, Carrément. c'est parfait. Merci beaucoup, Benoît. On va passer à toi, Paul. J'avais une question sur ton école. Comment ça se passe, l'insertion dans le monde professionnel? Est-ce que vous avez des stages qui sont obligatoires ou est-ce qu'il y a une possibilité tout simplement de faire une alternance? Alors, on a totalement des stages obligatoires. Donc, il me semble qu'à partir de la deuxième année, on a un stage obligatoire déjà de 1 mois, et puis ça continue tous les ans, on a de nouveau un stage obligatoire qui augmente, dont la période de temps augmente. Et à partir de la troisième année, on peut également partir en alternance. Et donc être à moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'école. Ça marche et on va aborder la question avec Céline aussi, mais, est-ce que, dans le métier, dans le monde de l'informatique, est-ce que c'est compliqué, difficile de trouver une alternance ou comment toi tu l'as ressenti? Est-ce que tu as déjà testé, de trouver une alternance? Alors j'ai pas essayé de trouver une alternance, j'ai des amis qui en ont trouvé, donc ça reste faisable. Après, je crois que ça a été un sacré paquet de galères, mais au final ça s'est fait. Donc ça se Ouais. fait. Mais il y a quand même, voilà, ce goût à l'entreprise avec les stages qui sont aussi importants et Voilà, tout à c'est fait. important. Nickel, parfait. Céline, je vais passer avec toi. Toi, tu es en alternance du coup. Qu'est-ce que ça t'apporte, d'être en alternance? Je pense que c'est très enrichissant, non? Bah oui, alors déjà, ça apporte un salaire. Donc C'est forcément, vrai qu'il ça faut va pas mieux. l'oublier. Ensuite, l'alternance, oui, forcément, c'est professionnalisant. Donc en fait, c'est bien d'apprendre l'informatique, de faire ses petits projets dans son coin, mais si on ne sait pas comment ça marche exactement en entreprise, c'est moins bien. Ça permet de faire le lien en fait entre les cours, ce qu'on apprend et ce qu'on vit finalement sur le terrain. Donc on peut voir en fait à quoi ça sert les compétences, quelles compétences sont demandées, qu'est-ce qu'on est censé faire. Vraiment, bah, on est dans le monde professionnel et vu que l'école, le but, c'est de nous amener dans le monde professionnel, finalement, commencer en faisant moitié monde professionnel, moitié études, c'est vraiment enrichissant, d'avoir les 2 côtés. Et toi, justement, tu as eu des difficultés pour trouver ton alternance ou ça a été plutôt simple? Moi, ça a été, j'ai regardé autour de moi, à 42 aussi, j'ai demandé, donc je me suis servie en gros de tous les outils, à ma disposition pour trouver et j'ai trouvé assez facilement. Après, ça dépend de son parcours, ça dépend. Moi, j'ai un CV qui est assez atypique, donc en général, c'est ça passe ou ça casse. Donc ça, c'est plutôt bien parce que, bah, tu as des réponses, assez rapides, donc soit ça plaît pas, soit ça plaît. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans ma classe, qui ont plus galéré que d'autres, mais en général, tout le monde finit par trouver sauf quelques-uns, donc je suppose que même si c'est un peu compliqué, c'est gérable quand même. Et donc, Et oui, vas-y, pour vas-y, revenir je te laisse pour revenir terminer. sur la question des IUT et cetera, comment on peut aller, en école d'ingénieur? Oui, on peut y aller, par, plein de passerelles. J'ai une personne, dans ma classe qui vient de l'université, j'en ai plein qui ont fait des IUT, des BUT, plein de bac+2. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible, pardon.
mais on ne peut pas accéder à plus loin dans l'école d'ingénieur. L'école d'ingénieur, donc le cycle ingénieur de 3 ans, c'est 3 ans. On arrive au début, on ne peut pas arriver au milieu. Donc Oui, les écoles en 5 ans, la prépa, on peut arriver au milieu de parcours, donc première année, deuxième année, troisième année, donc première année d'école d'ingénieur, mais on n'y arrive pas plus tard. ouais, tu réponds à Voilà. pas mal de questions qu'il y avait dans le chat. Je pense aussi que tu les avais vues, qui demandaient si on pouvait arriver après la troisième année, mais c'est vraiment en troisième année que. De toute façon, c'est le cycle ingénieur, il faut le rappeler aussi. Oui, c'est ça. C'est le Et cycle ingénieur, c'est tout ou rien. On ne peut pas arriver au exactement. milieu. Exactement. Et petite question aussi pour toi, dans ton école, pour ceux qui font pas de l'alternance, est-ce qu'il y a des stages qui sont obligatoires? Comment se passe le monde de l'entreprise et la découverte? Oui, alors bah, moi, déjà en prépa intégrée, on a un stage ouvrier en première année. Ensuite, on a un stage commercial. C'est des petits stages de à peu près 1 mois ou 2 mois. C'est juste pour découvrir, pour voir en fait les autres aspects, vu qu'on se prépare à devenir ingénieur. On va travailler avec des commerciaux, avec d'autres gens, donc on essaie de voir ces autres aspects-là. Il me semble que c'est soit obligatoire, soit généralisé dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Après, en M1, on a des stages de 5 mois quand on n'est pas en alternance. Et en M2, on a des stages de 6 mois. Donc à la fin, en gros, les 6 derniers mois, on n'est plus à l'école. On est en stage. Et en général, c'est des stages de fin d'études qui vont déboucher sur un CDI, on espère. Ça, c'est oui, c'est important, même l'alternance, il faut le rappeler, de faire une alternance, ça permet aussi d'obtenir, à terme, peut-être un CDI, mais en tout cas de se faire des contacts et dans ce milieu-là, les contacts, c'est hyper important. Je pense que tout le monde est d'accord. Oui, les contacts, c'est important. Après, l'alternance, ça apporte aussi surtout de l'expérience. Et bah, il y a encore beaucoup d'employeurs qui demandent des juniors avec 3 ans d'expérience. Donc, ça apporte ça, ça donne un peu une base sur laquelle s'appuyer pour être embauché. Et ça marche. Merci beaucoup Céline. J'avais une question pour toi Paul. Vous, dans votre école, est-ce que, les profs qui viennent faire et donner des cours, c'est des professionnels ou comment ça se passe? Alors, ça dépend. On a des profs qui sont là, tout le temps à l'école, qui sont, vraiment les profs, on va dire entre guillemets «basiques», mais parce ils sont 100 focalisés sur, notre école, le CE. Et on a également des intervenants, d'entreprises qui peuvent venir pour, 1 semestre, une matière, voilà donc les 2 sont compatibles. Et donc justement les intervenants, est-ce qu'il y a quand même une complicité avec les intervenants? Par la notion de contact aussi, dans le monde de l'informatique est importante. Est-ce que les intervenants peuvent, déboucher à des stages après, si vous vous êtes bien comporté, pendant les cours? Alors, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y en a certains des intervenants doivent recruter. Après, voilà, c'est du réseautage, sur LinkedIn, et cetera. Mais, ça peut servir à développer son réseau, c'est certain. Et toi, comment par exemple tu fais pour trouver, tes stages, heu? Bah, alors pour l'instant, j'en trouve pas. Il faut que j'en trouve un, mais, voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est compliqué, c'est pas simple? Oui, trouver des stages, honnêtement, bah, là, il m'en faut bah, comme l'a dit Céline, ils sont obligatoires et là, c'est de 5 mois le mien. Et c'est assez compliqué parce que ils prennent pas souvent des juniors et pas souvent, des stages, qui ne sont pas de fin d'études. Les gens cherchent beaucoup des stages de fin d'études parce que derrière tu peux être recruté, c'est ton dernier stage, voilà. Alors qu'un stage de 5 mois en plein milieu de tes études, c'est assez étrange pour, certaines entreprises. Du coup, c'est assez difficile à trouver. Et en plus les stages de plus de 2 mois sont rémunérés et ça aussi ça doit C'est pas être, ça. Du coup, c'est encore une barrière. exactement. Merci beaucoup, Paul, pour ta réponse. Basile, j'avais une question pour toi. Et si tu devais choisir un inconvénient et un avantage à être, développeur de jeux vidéo comme tu le fais, ça serait quoi? Hum, un seul avantage et un seul inconvénient. Bah, en avantage, c'est que du coup, comme j'ai dit, c'est que je participe à un projet qui est destiné à être joué. Je sais que mon produit va servir à transmettre des émotions, de la joie, de la rigolade avec des gens et que ça va que je crée un vrai produit artistique ou autre qui est censé amuser les joueurs. Et un désavantage, je pense que c'est peut-être le salaire, parce que c'est vrai que dans le jeu vidéo, là, on a tendance à être quand même assez sous-payé par rapport au reste au reste des développeurs, et qui plus est, en France, à l'étranger, les salaires sont pas les mêmes. Donc, pour moi, je pense que c'est un des désavantages. Et justement quand on est développeur, est-ce qu'on travaille souvent en équipe ou on est souvent seul?
Là, du coup, je vais parler dans mon cas, et c'est que de l'équipe. Et j'ai envie de dire heureusement, parce en tant que junior, tu arrives dans un milieu professionnel, si tu n'as pas vraiment eu d'expérience avant, ou juste des petits stages, tu peux rapidement être perdu, tu sais pas comment te comporter, tu sais pas comment coder, tu sais pas comment faire ton travail correctement dans le cadre de l'entreprise. Et c'est avec ton équipe, c'est avec le directeur du projet, c'est avec tes collègues qui vont t'apprendre plein de choses. En un an et demi de poste de développeur jeux vidéo, j'ai plus appris dans la programmation que 4 ans d'école. Oui, là, c'est sûr, et c'est pour ça d'être accompagné aussi par une bonne entreprise, ça aussi, au tout début, ça doit être primordial. Ah oui, oui, évidemment. Et c'est une entreprise que tu avais déjà côtoyée. Comment tu l'as rencontrée, cette entreprise, avec tes stages? Alors, quand j'ai galéré à trouver un stage au départ, parce que je faisais des petits projets, j'avais pas encore les compétences. Donc, ce que j'ai fait pour trouver mon stage de 6 mois, je suis allé sur le site afjv.com, .fr, afjv.fr, qui recense tous les studios de jeux vidéo de France. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est très très intéressant, c'est très utile. Du coup, vous allez avoir les fiches techniques et les contacts et les sites de toutes les entreprises. Et moi, il y en a environ 300, et j'ai envoyé des mails à toutes les entreprises. Et du coup, à force, je suis tombé dessus. Ah oui, donc c'est quand même un très très gros travail, faut Ouais, s'acharner. voilà, c'était ça. Le plus compliqué, c'était de trouver le stage. L'emploi, ça a été un peu plus facile, mais le stage, comme a dit Paul, c'est parfois un peu compliqué, surtout si c'est en fin d'année, fin de cycle. C'est un peu plus facile, mais ça reste toujours compliqué. En plus, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de demandes, donc j'ai dû envoyer beaucoup de candidatures. Ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage, Basile. J'avais une question pour toi, Benoît. Je vais te poser la même question qu'à Basile. Si tu devais choisir un inconvénient et un avantage à ton métier de data scientist. Hmm. Un inconvénient direct, je dirais, c'est le fait qu'on est un peu loin du terrain, c'est-à-dire un peu loin de ce qui se passe en vrai. Donc, moi, je travaille dans l'aéronautique. Euh, les avions, j'en ai jamais vu dans le cadre de mon métier, quoi. Le moteur, c'est pareil. Pourtant, je travaille sur les données de ces avions, et un des inconvénients qu'il y a souvent, je pense, dans la plupart des boîtes, des entreprises, c'est que on est dans un bureau de data scientist, d'informaticien, et puis on va pas trop sur le terrain. Donc ça, c'est peut-être un inconvénient. Et comme j'étais en usine de production pendant 6 ans, le côté terrain me manque un peu. Euh, L'avantage, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on- tout le monde utilise un ordinateur aujourd'hui, des smartphones, tout le monde utilise Internet, et le fait d'être data scientist nous plonge dans ce monde-là et nous impose un petit peu de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et du coup, on comprend un peu qu'est-ce que c'est qu'Internet, comment ça fonctionne, l'intérêt des réseaux, de la cybersécurité et tout. Ça, je trouve ça quand même, c'est un aspect que j'avais pas dans mon précédent boulot et qui est ultra motivant, je trouve. Merci beaucoup, Benoît, pour ton témoignage. Justement, on va parler des métiers plus globalement. Céline, à la fin d'une école d'ingénieur comme la tienne et aussi de l'école 42, hein, il faut aussi la citer, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier très concrètement? Très concrètement, on peut faire pas mal de métiers liés à l'informatique, je pense. 42 offre peut-être un peu moins d'opportunités au début en tant que junior, parce que c'est plus axé sur le développement. Donc forcément, on va se spécialiser au fur et à mesure. Ça dépend vraiment si on a juste le tronc commun, si on est allé plus loin dans la spécialisation, est-ce qu'on a fait les titres RNCP, parce que 42 Paris offre maintenant des titres RNCP de niveau 6 et 7, donc équivalent bac plus 3 et bac plus 5. Après, les frais, elles, permettent d'avoir un titre d'ingénieur, donc forcément, on peut avoir accès au métier d'ingénierie. Donc, on peut faire des tests, on peut faire développement, on peut faire développement web, on peut faire développement back, on peut faire data scientist. À la fin, on peut faire tout ce qui est dans les métiers de la data, on peut faire vraiment plein de choses. C'est très divers et on peut après monter en chef de projet, plus du management, surtout avec l'école d'ingé, parce que les bac plus 5 sont beaucoup plus prisés sur les postes managériels. Et justement, pour parler de l'école 42, est-ce que, en rentrant dans cette école, est-ce qu'on n'a pas plus de chances, plus de possibilités d'être remarqué, par des entreprises, par des professionnels? Je ne sais pas si on a plus de chances d'être remarqué que d'autres personnes. Après, 42 a le mérite d'avoir une bonne réputation auprès des entreprises en général.
C'est en général ce qui ressort, c'est en développement, je sais que ça va être bien fait. Donc ça, au moins, on a ça en plus-value. Les recruteurs en général connaissent la réputation, donc ça, c'est vraiment bien. Après, est-ce qu'on a vraiment plus de chance? Je ne sais pas, ça dépend des postes. Effectivement, en développement, je pense qu'on a un atout qui est non négligeable de la réputation et de la formation. Nickel. Merci beaucoup Céline. Je vais juste revenir vers toi après être revenu vers Paul d'abord. Tous les deux, du coup, comment ça s'est passé un peu vos admissions dans les écoles? Est-ce qu'il y a des concours, Paul, pour commencer, toi? Est-ce que tu as fait un concours? Alors, normalement, il y a un concours. Donc, alors moi, quand j'ai postulé sur Parcoursup, j'avais mis 2 concours, d'école d'ingénieur, c'était le concours Alpha et le concours Advance. Honnêtement, mon école, je sais plus de laquelle est quel concours c'est enfin, Donc quel concours donne à l'ECE. c'est des concours qui regroupent plusieurs écoles, Voilà, ça? c'est des con en fait, un concours va donner accès en fonction de ses vœux à entre, 8 et 10 écoles ou 12 écoles, quelque chose comme ça. Donc un concours pour plusieurs écoles et j'en avais fait 2. Alors par contre, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu mon bac, pendant l'année du covid, ce qui fait que, il n'y a pas eu de concours cette année, c'était uniquement sur dossier. Donc à titre personnel, je n'ai pas passé ce concours. Mais pour ces écoles, en général, il y a un concours d'admission, qui se fait, juste avant le bac, je crois, quelque chose comme ça, un peu Ça avant. marche. Avec, des épreuves qui sont écrites, des projets, à C'est rendre? ça. Comment ça se passe? C'est, alors des épreuves écrites et orales, pour la plupart des gens. Après si, après il peut y avoir également une, examination du dossier qui peut, permettre à quelqu'un de ne pas passer certaines épreuves, écrites, mais généralement c'est, épreuve écrite puis épreuve orale. Nickel. Merci beaucoup, pour ton éclairage, Paul. Céline, je voulais juste revenir avec toi sur, très concrètement le concours, d'entrée à l'école 42. Comment ça se passe? Bah, comme j'ai dit, du coup, c'est un mois où on va coder un peu tous les jours. Donc, à 42, c'est sous forme de petits days. Donc, c'est des feuilles d'exercice, globalement, qu'on est censé faire en plus ou moins un jour. Et donc voilà, donc au fur et à mesure, on complète. Mais c'est beaucoup d'autonomie, du coup, pour le concours? Oui, c'est pareil. En gros, c'est la même chose qu'une fois qu'on est étudiant, on est dans une salle avec que des gens qui passent aussi la piscine et on doit trouver ceux qui savent. Et ceux qui ont les réponses quand on ne sait pas, ça dépend du niveau de chacun parce qu'en fait, on peut avoir des personnes qui sont déjà dans l'informatique. Il y a vraiment de tout. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas le bac. Il y a des personnes qui avaient fait commerce. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu d'informatique de leur vie. Il y a des personnes de 54 ans. Il y a vraiment de tout. Donc, en gros, on se mélange et on essaie de trouver ensemble des solutions pour les exercices. On rend nos exercices. Il y a des examens. Moi, c'était tous les vendredis. Donc, en gros, un par semaine pour, en gros, vérifier notre évolution. Euh, En général, c'est les examens, ça suit un peu les jours. On devrait en être à tel jour, donc on devrait avoir vu telle notion. Et c'est telle notion qui tombe à l'examen. Et justement, il n'y a pas quand même un esprit un peu de concurrence? Parce que vous êtes beaucoup, sur la liste, d'attente pour très peu, de places à l'arrivée. Comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même s'entraider, tu m'as dit, mais du coup, l'esprit de concurrence, il est où? Alors, il y a un peu un esprit de concurrence parce qu'il y a ce préjugé qui est que la piscine du 42 serait un concours. La piscine du 42 n'est pas un concours, c'est un examen. Donc il n'y a pas de place déjà prédéfinie, genre on va prendre 50 personnes pour cette piscine ou 100 personnes pour l'autre. Non, c'est selon le niveau. Moi, j'avais une piscine qui était plutôt bonne, on avait une bonne ambiance. C'était une piscine d'hiver, donc on est moins nombreux aussi. On avait une bonne ambiance, donc finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont été prises. Et ça, c'était chouette parce qu'on a pu retrouver plein de copains après en études. Mais oui, donc c'est pas un concours. Donc il y a forcément des gens qui vont venir avec cet aspect concurrentiel, mais bah, faut un peu les ignorer, je pense, et aller voir les gens qui sont prêts à vous aider et que vous pourrez aider en retour après. Oui, c'est ça la grande différence. Comme c'est pas un concours, en fait, ils vous prennent, si vous avez des bonnes notes, tout simplement, c'est ça? C'est Ils ça. mettent, un niveau de notes. Si on a le niveau pour eux, ils vont nous prendre. Donc en gros, le niveau, ça va être un peu les notes à l'examen, comment on a réussi tout au long du parcours, est-ce qu'on a bien évolué, est-ce qu'on a bien appris. Il y a un examen final qui dure 8 heures. Et je sais que cette note-là, elle compte aussi beaucoup, mais en gros, c'est vraiment globalement, est-ce que vous avez réussi ou pas, selon eux.
Nickel. Merci beaucoup, pour tes réponses, Céline. J'avais une petite question, là, on arrive bientôt à la fin de notre, thématique et de ce live. Une petite question, pour tout le monde. Est-ce que vous avez une anecdote comme ça à nous partager, à nous raconter sur quelque chose qui vous a peut-être marqué, qui vous a fait peut-être comprendre: «Ah mais c'est vraiment ça que je veux faire, plus tard». Peut-être, toi, Basile, est-ce qu'il y a un projet qui qui t'a vraiment marqué, sur ta carrière? Oui, du coup, c'est le premier projet dans lequel je suis arrivé à Exkey, mon entreprise actuelle. C'est que je devais faire un projet qui s'appelle Next Dancer, un projet qui, hélas, a échoué, qui a été abandonné, où le but, c'était de mélanger TikTok avec des NFT, Just Dance et un jeu de rythme. Donc un mélange bien spécial. Et du coup, tout mon travail là, sur ce projet, ça a été que normalement une personne peut poser son téléphone devant elle, elle va danser devant, donc elle va danser devant. Il va y avoir un système qui va convertir ça en une animation, donc que tu vas pouvoir enregistrer sur ton téléphone. Et à partir de cette animation-là, moi, mon travail, c'était de faire de l'analyse de signal à partir de l'animation pour en créer un jeu de rythme qui ressemblait trait pour trait à Ozu, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de rythme où il y a des boutons qui apparaissent, qu'il faut cliquer au bon moment, des éléments qu'il faut faire glisser. Et par exemple, si le personnage levait le bras, il fallait que je fasse un élément qui arrive pile au bon moment, au moment où la danse fasse le mouvement, pour que ce soit cohérent. Et plus le joueur réussissait au bon moment, plus il avait de points. Et justement, ça permet d'aborder, une autre question aussi. Est-ce que c'est pas frustrant des fois, de faire des projets qui n'aboutissent pas? Comment tu l'as vécu toi, ce projet? Bah, ça m'a pas trop dérangé parce que, on va dire, j'aimais pas trop la direction artistique. Bon, après, c'est donc un client, donc je peux rien dire. Mais par exemple, le principe que c'était censé être, ah oui, pardon, c'était aussi un métaverse. C'était un métaverse NFT. Donc, déjà, tous ces éléments-là, moi, c'est un peu de mal. Je suis pas trop familier. J'aime pas trop cette mode du NFT. Donc, c'était pas grave. Et moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est pas le jeu, pas forcément le jeu en lui-même, mais plus la fonctionnalité que je vais développer. Si la fonctionnalité est super intéressante, c'est pas grave si elle est dans un jeu pas terrible. Ça me Et do dérange. et donc quand on est développeur, enfin, du coup, faut aussi comprendre que c'est pas nous qui avons la direction artistique derrière, donc on peut développer des choses qui nous plaisent moins. Oui, complètement. Complètement. Là, dans mon dernier projet, je travaille du coup avec des gens de Singapour qui très régulièrement nous donnaient des directives à faire sur le jeu, où toute l'équipe se posait la question, qu'est-ce que vous foutez? Vous allez faire planter le jeu avec ce genre de choses. On leur disait, ils le validaient quand même, on le développait, et c'était pas terrible, comme prévu. Mais bon, on n'a pas le choix et c'est eux qui décident. Mais Ça après, marche. voilà. Merci beaucoup pour ton partage, Basile. Benoît, je vais continuer avec toi. Est-ce que tu as quelque chose, une anecdote comme ça à nous partager que tu as vécu peut-être en tant que data scientist? Hum. Bah, j'en ai deux, je vais essayer d'être rapide. La première, c'est peut-être une modélisation de machine learning, donc l'intelligence artificielle, qui donnait des résultats vraiment intéressants et qui permettait vraiment de prédire le comportement d'utilisateurs. Et là, je me suis dit, ce jour-là, ah oui, c'est pas de la blague, quoi, ça marche vraiment. Donc, je me suis pas trompé de métier. Et puis, le deuxième, c'est une application web que je suis toujours en train de développer d'ailleurs. Bah, la première fois où j'ai réussi à faire afficher la première page internet de mon application, là je me suis dit, waouh, trop bien. Enfin, j'ai galéré pendant des mois, mais j'y suis arrivé. Donc, ouais, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de moments passés à débugger, à chercher, mais et il y a des belles réussites de temps en temps, donc ça vaut le coup. Merci beaucoup, Benoît, pour ce partage. Est-ce que toi, Paul, il y a quelque chose que tu as envie de nous partager, une anecdote que tu aurais vécue à l'école, dans un des projets, quelque chose qui t'a profondément, marqué peut-être? Alors, j'ai pas vraiment d'anecdote, si ce n'est que, si ça peut, je sais pas, motiver certains ou quoi, grâce à mon école, j'ai eu l'occasion, de faire un semestre à l'étranger. Donc c'est aussi une spécialité des écoles d'ingénieurs, ça arrive très souvent. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'étudier, 6 mois en Corée du Sud. Ça m'a vraiment, marqué, c'était pour le coup très, très sympa. Voilà, les semestres à l'étranger, en école d'ingénieur, c'est quelque chose de très commun, si des gens veulent partir pendant leurs études. Et justement, il y a pas la barrière de la langue qui t'a fait peur au tout début? Alors, non, enfin, moi je parle assez bien anglais, c'est aussi, un quelque chose de nécessaire pour être ingénieur. Hem,
Après, c'est vrai que quand on part en Corée, on se demande s'ils vont bien parler anglais ou pas, justement. Et franchement, à part les personnes âgées, ça allait. À l'université, il y avait quasiment pas de problème, ça allait. Nickel. Oui, c'est vrai que les langues, étrangères, même l'anglais, hein, est primordial. Je pense quand on veut être ingénieur et même travailler dans l'informatique, c'est sûr. Mais pour être ingénieur, on est obligé d'avoir un diplôme, une certification, donc le TOEIC, d'avoir un certain niveau, pour pouvoir, obtenir son diplôme d'ingénieur. OK, donc même au collège et au lycée, il va falloir faut C'est ça. déjà Faut pas travailler négliger l'anglais. l'anglais. Exactement, merci. Merci beaucoup pour ton témoignage, Paul, et je vais terminer avec toi, Céline. Est-ce que tu as une anecdote comme ça à nous partager que tu aurais peut-être vécu en alternance, quelque chose, qui t'a où tu t'es dit: «Waouh, c'est ça que je vais faire plus tard»? Moi, j'ai pas vraiment d'anecdote non plus. Moi, c'est vraiment, ce sentiment à chaque fois qu'on finit un projet, d'être, content de ce qu'on a fait et de le voir finalement, arriver au bout. Moi, je sais que quand j'étais au collège, je voulais faire, du marketing et je voulais faire, chef de produit pour pouvoir voir, l'idée et toute la conception du produit et ensuite, pouvoir vendre le produit et pouvoir vraiment voir ça de A à Z. Et je pense qu'en développement, on a aussi la chance de pouvoir avoir accès à des métiers qui nous permettent, de voir la naissance du produit, jusqu'à, son lancement finalement et ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai que suivre, l'aboutissement entier d'un projet, c'est vraiment, vraiment cool, et en informatique, c'est ça qu'on fait le plus souvent, donc bravo. On est déjà arrivé à cette fin de thématique des métiers, sur l'informatique. J'avais une dernière question, j'aime bien terminer par cette question. Est-ce que vous avez un mot de fin, chacun d'entre vous, à faire passer, aux jeunes là qui nous regardent, aux étudiants, et est-ce qu'il faut, foncer, dans les métiers de l'informatique? Peut-être Basile, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui nous regardent? Que si vous avez envie de travailler dans le jeu vidéo, c'est beaucoup d'autodidacte, il faut apprendre tout seul. Donc, faites des projets, faites des petits projets perso. On s'en fiche si ça marche pas très bien, on s'en fiche si c'est moche, on s'en fiche, on s'en fiche si vous le finissez pas. Juste faites plein de petits projets, des trucs sans grandes ambitions. D'ailleurs, c'est, je trouve, un des problèmes quand on commence un grand projet, c'est de mettre les barres trop haut. Mettez la barre bas, faites des petits trucs et faites-en plein. Voilà. Très, très bonne fin. Je pense que Paul, toi aussi, tu rejoins, cette idée de faire des projets même quand on est au collège et au lycée? Totalement, c'est important d'essayer de s'auto-former par enfin, en testant des choses, quoi, testant de nouvelles choses, toujours, être curieux, et chercher, savoir, on va dire. Ça marche. Merci beaucoup, Paul. Benoît, pareil. Est-ce que tu as un moteur à faire passer? Est-ce qu'il faut aller vers les data science? Ouais, ouais, carrément, ouais, c'est vraiment le domaine qui est en plein boom en ce moment. Les entreprises génèrent de plus en plus de données, donc on a énormément besoin de data scientists. Et je rejoins ce que disaient Basile et Paul, hein, c'est créer des petits projets, même si c'est tout pourri. Il faut se faire plaisir, créer des petits programmes qui nous arrangent la vie du quotidien, par exemple. Et peut-être se préparer à beaucoup apprendre, parce que c'est comme c'est un domaine qui bouge très vite, il y a beaucoup de choses nouvelles tout le temps, et il faut se tenir au courant sans cesse des nouveautés. Donc il faut être prêt à être curieux, à apprendre des choses sans cesse, ce qui est très motivant. Merci beaucoup, Benoît, pour ce mot de fin. C'était très beau. Et pareil, Céline, c'est toi qui va clôturer cette thématique, de l'informatique. Je te laisse, dévoiler ton mot de fin, et qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir aux jeunes qui nous suivent? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut déjà, oser venir dans l'informatique. Je sais que ça peut être un truc, qui est un peu vu comme, un domaine de geek, très fermé, obscur. On ne sait pas trop, ce qu'ils font là-bas, mais il faut vraiment oser venir et oser tester. C'est pas forcément fait pour tout le monde, mais franchement, c'est fait pour plus de gens que ce qu'on pense et si c'est votre passion et que vous osez pas non plus et que vous vous dites que vous avez pas la bonne logique et bah, faire des petits projets et cetera, ça peut aider. Hem voilà, il faut oser et surtout pour les filles, venez, s'il vous plaît, venez. On manque de filles. Vraiment, c'est important. Venez vers ces métiers qui, de base, étaient féminins et on nous a piqué la vedette. Mais c'était des pionnières qui avaient, inventé le développement, les ordinateurs, tout ça. Donc revenez, dans l'informatique. Merci infiniment, Céline, d'avoir fait passer ce message. Il est très, très important. J'espère que beaucoup de monde t'ont écouté à travers ce live. Un grand, grand merci à tous les 4.